comment valider les standards radio utilisés dans les objets connectés. Donc cette présentation est co-organisée par notre partenaire Distram, qui est représenté aujourd'hui par Jean-Denis Montalesco, avec lequel vous pouvez interagir et poser vos questions au fil de l'eau sur le chat. Donc n'hésitez pas à interagir avec Jean-Denis. Voilà un petit peu comment va s'articuler notre présentation, qui durera à peu près 45 minutes. On abordera les notions de qualification et certification des standards sans fil. D'accord. On rappellera ensuite des bases théoriques des modulations qui sont des notions indispensables pour bien comprendre le langage et la validation radio. Et ensuite, nous détaillerons le cheminement permettant de qualifier les standards à travers des exemples concrets, Bluetooth Low Energy, Wi-Fi, Zigbee, LoRa, d'accord. Et on développera ensuite le deuxième volet de test, qui est la certification radio. En guise d'introduction, d'accord, un peu de vocabulaire, la qualification, ça décrit en fait le processus permettant d'obtenir le droit de placer le logo du standard sur son objet connecté. Donc, elle n'est pas obligatoire pour tous les standards, donc elle est vraiment propre à chaque standard, mais il faut en principe d'abord adhérer au consortium associé. Donc, un consortium, c'est quoi? C'est un écosystème d'acteurs qui sont impliqués dans le développement des spécifications du standard, lesquels sont destinés à assurer l'interopérabilité entre les différents objets connectés. Pour Bluetooth, il s'agit par exemple du SIG, Special Interest Group. Le Wi-Fi, c'est la Wi-Fi Alliance, LoRa, LoRa Alliance, etc. D'accord. Donc chaque groupe encadre la marche à suivre pour qualifier son produit. Par exemple, quel type de test il faut faire, quels sont les labos agréés pour réaliser ces tests, etc. Donc la qualification, elle porte en général sur la radio et sur le protocole. Et quand ces tests sont passés avec succès, eh bien, le consortium liste l'objet connecté, qui peut être un module ou un produit fini, sur son site, après signature par l'émetteur du certificat de conformité. La certification, de son côté, elle n'est pas liée à un standard en particulier, elle est spécifique en fait à la zone géographique dans laquelle l'objet connecté sera commercialisé. Donc en Europe, une certification, ça se traduit par l'obtention du logo CE, qui vous le savez est obligatoire. Selon les tests, donc les tests qui sont déroulés sont précisés par la directive R et TTE dans le document de l'ETSI, qui est la norme EN 300-328, auquel vous pouvez accéder sur internet, et donc dans ces tests de certification, il y a trois volets. Il y a des tests sur la radio, il y a des tests de CEM intentionnels, ça veut dire que qui émanent d'un dispositif émettant par ailleurs de l'ARF intentionnellement, c'est le cas des objets connectés, et donc un troisième volet de test qui est lié à la sécurité. Donc, par exemple, des mesures d'absorption de SAR sur des objets connectés, sur des vêtements connectés. Et plus certains prérequis spécifiques en fonction de l'environnement, de l'application cible, c'est du militaire, l'automotive, l'automobile, médical, etc. Alors certains modules, vous savez peut-être, sont pré-certifiés. Quand on regarde la datasheet d'un module, on voit voilà, certifié pour le TSI, donc pour l'Europe, pour le FCC, donc pour les États-Unis, etc. Donc ça veut dire que ces modules-là ont été pré-certifiés par le fabricant du chipset ou du module, donc qui a déjà validé son design auprès d'un labo agréé. Donc ça représente quelques avantages, c'est sûr, c'est-à-dire que pour les intégrateurs ou les développeurs qui n'ont pas d'expertise technique en RF pour créer un design de toute pièce, ou lorsque le volume n'est pas spécialement important, eh ben, ça peut être un bon choix. Parce que ces modules, en effet, ils coûtent plus cher à l'achat. Et ils n'offrent quasiment aucune flexibilité, c'est un gros inconvénient. C'est-à-dire que par exemple, on pourra choisir uniquement parmi une liste restreinte d'antennes qui a été testée par le fabricant. Ou d'autres exemples, si on veut modifier le design, un changement de couche physique par exemple, modification d'un composant ou même reroutage d'une piste, eh ben, ça annulera la certification. Donc quasiment aucune flexibilité là-dessus, il faut l'utiliser tel quel. Donc, quand on recourt à un design précertifié, dans toute façon, il faut noter que les tests de CEM sur les radiations non intentionnelles
reste à réaliser. D'accord, ce qui représente dans tous les cas quand même quelques milliers d'euros de prestations dans un labo. Quelques rappels RF, c'est très important, tout ça c'est un vocabulaire, assez particulier. Donc avant d'aborder les cas précis, on va rappeler quelques définitions relatives aux modulations numériques, qui sont en fait les bases de la radio, utilisée sur les objets connectés. Alors ce qu'on appelle moduler, tout simplement, c'est, faire varier un ou plusieurs paramètres d'une porteuse. Une porteuse, c'est une sinusoïde pure, haute fréquence. Et on va faire varier les paramètres de cette porteuse en fonction du signal qu'on a à transmettre, qui est le modulant. Il y a 3 paramètres sur lesquels on peut jouer sur la porteuse, qu'on peut faire varier en fonction du temps. C'est l'amplitude, sa fréquence et sa phase. Par exemple, pour transmettre de l'audio analogique, on peut par exemple faire varier la fréquence d'une porteuse à 100 MHz selon les variations du signal audio lui-même. C'est ce qu'on appelle simplement la radio FM que vous connaissez tous. Si maintenant le message à transmettre, il est numérique, on peut transmettre des 1 et des 0, bah, la porteuse, elle aura simplement un nombre discret d'états d'amplitude, de phase ou de fréquence. C'est juste ça, c'est juste un cas particulier de la modulation analogique. La principale conséquence de transposer un signal sur une porteuse haute fréquence, c'est que la taille des antennes, elle est réduite considérablement, parce que la taille des antennes sont proportionnelles en gros à la longueur d'onde par 2, donc à 2 giga par exemple, ça représente quelques centimètres. D'accord? Pour augmenter les débits de données, hein, et répondre à une demande en fait de plus en plus croissante d'échange de contenu multimédia, on a mis au point des mécanismes plus complexes. Hein, c'est ce qu'on appelle les modulations IQ ou modulation vectorielle. Heu, donc imaginez pour ça, qu'on additionne 2 porteuses en quadrature, de phase, c'est-à-dire déphasées l'une et l'autre de 90°, donc typiquement un cosinus et un sinus, toutes les 2 d'amplitude 1. D'accord? Donc si on fait ça, en additionnant ces 2 signaux, on obtient une porteuse déphasée 2π/4 par rapport au cosinus et ayant une amplitude de racine de 2. Alors, donc maintenant, si on appelle I l'amplitude du cosinus et Q l'amplitude du sinus, et qu'on fait varier ces 2 paramètres en fonction du temps, on va moduler la somme en amplitude et en phase. D'accord? Donc en fait, chaque combinaison unique de I et Q, donc d'amplitude de respectivement le cosinus et du sinus, va correspondre à un état d'amplitude et de phase de la porteuse issue de la somme. Et ces combinaisons-là, ces états, correspondent au codage d'un bit ou d'un symbole qui est tout simplement un groupe de bits. Il est plus facile de se représenter les états I et Q en coordonnées polaires. D'accord? Et le diagramme qui résulte est appelé un diagramme de constellation. Par exemple, une modulation QPSK a 4 états d'amplitude et de phase, donc 4 combinaisons IQ qui correspondent à 4 points sur la constellation. Donc chacun correspondant à un état d'amplitude et de phase de la porteuse. Et donc il y a un tableau de correspondance entre les IQ et le symbole associé. Et cette table de correspondance, elle est connue à la fois de l'émetteur et du récepteur. La vitesse à laquelle on passe d'un symbole à un autre, donc la vitesse à laquelle on passe d'un point à l'autre dans la constellation, c'est appelé ce qu'on appelle le débit symbole. Heu et ce débit symbole, il est proportionnel à l'occupation spectrale de la modulation. Plus on va vite, plus on passe d'un état à un autre, plus on prend de place sur le spectre. Par exemple, toute modulation fonctionnant à 1 million de symboles secondes, c'est-à-dire changement de symbole toutes les microsecondes, occupera la même place sur le spectre. Alors donc on peut se dire qu'en codant plus de bits par symbole, donc plus d'états IQ dans la constellation, on peut atteindre des débits binaires croissants tout en occupant la même place. Alors c'est plutôt le bienvenu ça, puisque dans les bandes libres, il y a beaucoup d'objets connectés qui sont amenés à discuter. C'est des bandes très peuplées et donc moins on prend de place, mieux c'est. Donc en effet, on trouve des modulations qui ont non pas 4 mais 16, 64, 128, voire 4096 états dans leur constellation. À l'écran, on a par exemple ici une QAM16, mais on peut avoir des modulations beaucoup plus complexes. Donc en faisant ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va rapprocher les points sur la constellation et ça représente un risque d'erreur d'interprétation lorsque le rapport signal-bruit est insuffisant. On va se retrouver tout simplement avec une erreur binaire. Parce qu'une constellation,
idéal est composé de points, alors qu'en réalité, il y a du bruit, il y a, de l'atténuation, il y a des échos, du Doppler, et cetera, ce qui fait qu'on va pas trouver avec des points, on va pas se retrouver avec des points à la constellation, mais plutôt avec un nuage de points. Et donc quand un point se retrouve, trop près d'un autre état, bah, il est considéré comme un mauvais symbole. OK? Donc ça, on peut quantifier, la déviation entre le vecteur idéal et le vecteur réel, c'est ce qu'on appelle l'EVM, erreur vecteur magnitude, c'est une mesure très importante, en RF, sur les standards radio, et c'est un indicateur très important de la qualité de la transmission. Aujourd'hui, de plus en plus d'analyseurs de spectre sont capables de calculer les IQ en temps réel et donc d'analyser des modulations numériques. Un dernier rappel, qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle les techniques d'étalement de spectre, spectrum en anglais. Parce que la majorité des standards sans fil utilisés sur les objets connectés, ils opèrent dans les bandes libres, c'est-à-dire les bandes, libres de droit, autour de 434 mégas, 868 MHz ou 2 giga 4. Ce qui veut dire qu'il y a de nombreux dispositifs, qui doivent partager un morceau de spectre restreint et que le risque d'interférence dans ces bandes-là, il est très élevé. Heu, du coup, il a fallu armer les modulations numériques pour justement leur conférer une meilleure robustesse aux interférences. Ce qu'on appelle les techniques d'étalement de spectre qui permettent ça. On en compte principalement 3. La première, c'est ce qu'on appelle le FHSS ou le saut en fréquence, qui consiste à faire sauter, la fréquence porteuse d'un canal à un autre, ce qui a pour but de limiter tout simplement les effets d'un éventuel brouilleur. Parfois la méthode elle est dite adaptive, c'est-à-dire que la séquence de saut, elle est évaluée en direct, en temps réel, en fonction des signaux présents dans l'environnement. Donc ça, c'est une technique utilisée par le Bluetooth Low Energy. On voit un spectrogramme, à gauche en vert, en bleu, hein, avec des points rouges, ce qui correspond effectivement au saut d'une porteuse Bluetooth. Deuxième technique, c'est l'OFDM, vous avez entendu parler de ça, qui est une technique de multiplexage et qui consiste, au lieu d'avoir une porteuse large bande qui transmet, les informations à haut débit, et en fait, on va répartir les données à transmettre, sur des porteuses, heu à bas débit, faible bande, étroite, qui se chevauchent partiellement sans interférer entre elles. Et donc en faisant ça, on étale, la communication sur le spectre et on est plus robuste aux interférences. C'est une technique largement utilisée en Wi-Fi, sur le CPL, donc les fameux compteurs Linky, la télévision numérique terrestre, et cetera. Enfin, une 3e technique qui est le DSSS, heu, qui consiste à convoluer, au lieu d'envoyer les symboles directement, on les convolue d'abord par, une séquence, pseudo-aléatoire qui est propre à chaque terminal. Heu, Ainsi le récepteur, il peut discriminer un message dont il est destinataire, même s'il y a plusieurs terminaux qui émettent en même temps ou s'il y a des interférences. Ça, c'est aussi très utilisé. Voilà un petit peu pour le vocabulaire, on va passer aux exemples. On va commencer par le Bluetooth, d'accord? Donc, Bluetooth Low Energy en particulier, il y a ce qu'il y a parmi 3 les 3 variantes du Bluetooth, le Bluetooth dit Low Energy, BLE, il est particulièrement adapté aux objets connectés par sa très basse consommation, sa relative longue portée et son mode d'émission non continu, qui permet de faire fonctionner un objet connecté plusieurs mois, voire plusieurs années sur une simple pile, 3 volts, pile pleine. Heu, donc, la plupart des smartphones qu'on utilise, ils sont dits dual mode, Bluetooth dual mode. C'est-à-dire qu'ils sont compatibles à la fois avec, par exemple, nos kits main libre qui fonctionnent en Bluetooth, Basic Rate ou Enhanced Data Rate, et à la fois avec, par exemple, un podomètre intelligent ou une montre connectée qui, eux, utilisent le Low Energy. La couche physique, du Bluetooth emploie une modulation GFSK, c'est une modulation de fréquence, à 2 états, à 1 mégabit par seconde. Heu et les signaux IQ, en fait, sont filtrés par un filtre de forme gaussienne, c'est pour ça, d'où le G dans GFSK. Donc avant tout,
Quand on développe, qu'on travaille sur un objet, en Bluetooth, bah, il est utile simplement de réaliser quelques mesures informatives avec un analyseur de spectre à des fins d'investigation ou de debug. La visualisation simple du spectre déjà, elle permet de vérifier la forme spectrale et par exemple la fréquence porteuse, voir si la valeur est celle qu'on attend. Ici, là, on peut observer un spectre et voir si, tout est, comme attendu. C'est assez simple comme test. Mais après, il y a d'autres fonctions des analyseurs de spectre qui peuvent fournir des précieuses informations. Par exemple, la puissance RF ici, puissance RF en fonction du temps, l'enveloppe RF, qui permet de voir par exemple des potentiels sur oscillation, permet de vérifier la durée des paquets, la rapidité d'allumage et d'extinction des pulses, et cetera. Ensuite, il y a le waterfall ici, le spectrogramme, qui permet de voir l'évolution dans le temps des spectres. Ça permet de vérifier par exemple l'algorithme de saut en fréquence ou de surveiller le comportement de l'émission sur une durée assez longue. Ensuite, l'analyseur de spectre va être capable de démoduler la fréquence, ici, donc de visualiser les bits de manière analogique dans le temps et de les décoder, ici donc, sous forme de valeurs numériques. Et enfin, on a la partie qualité de modulation avec l'EVM, donc vous savez, c'est la déviation entre le IQ théorique et le IQ réel, avec la constellation et l'EVM associé, ce qui permet d'avoir un indicateur de la «propreté» entre guillemets de la transmission RF. Voilà. Toutes ces mesures-là, elles sont faites avec un analyseur de spectre, RSA 306, de chez Tektronix. Alors au-delà des mesures informatives ensuite, on peut, la qualification du Bluetooth Low Energy revêt un caractère en fait beaucoup plus normatif. En fait, pour apposer le logo Bluetooth sur son produit, la marche à suivre, elle consiste à adhérer d'abord au consortium Bluetooth, le SIG, hein, gratuitement, pour être un simple membre. Si vous voulez, être membre actif, donc du SIG, c'est-à-dire, heu, travailler avec les autres membres pour monter les spécifications, là, c'est beaucoup plus cher. Donc adhérer au SIG et faire réaliser ensuite les tests radio et logiciels dans un labo agréé par le SIG. Le produit obtient alors ce qu'on appelle un QD-ID, donc un identifiant propre, qui atteste que le design est qualifié. Ensuite, il faut acheter un autre identifiant, ce qu'on appelle le Declaration ID, identifiant de déclaration, auprès du SIG qui va enclencher le listage final du produit sur le site du SIG. Ça se paye, ça coûte entre 2 500 et 8 000 € à peu près. Et enfin, la signature de la déclaration de conformité fait foi et représente vraiment l'étape finale avant la mise sur le marché. Comme je disais tout à l'heure, il existe des modules Bluetooth Low Energy pré-certifiés, mais aussi Bluetooth des modules préqualifiés, qui portent déjà qui ont déjà passé les tests et qu'on peut acheter tels quels. Et dans ce cas-là, une qualification n'est pas nécessaire, mais par contre, il faut quand même acheter auprès du SIG un identifiant de déclaration. Il faut quand même le redéclarer. Ces modules préqualifiés, ils autorisent une flexibilité très réduite, comme j'avais dit, hein. C'est-à-dire que tout écart par rapport au design de référence, alors vous pouvez changer la lime, changer une tension, changer l'antenne, changer le pistage par exemple, changer un oscillateur ou même un driver et ça annule la qualification qui est, apposée déjà, au module, Bluetooth. Donc sur site, il est assez conseillé, qu'on utilise un module préqualifié ou pas, d'avoir recours à des outils de préqualification. C'est-à-dire qui testent l'objet connecté comme un labo de qualif, heu, mais les résultats n'ont aucune valeur, vis-à-vis du SIG. Heu, Néanmoins, en faisant des tests de préqualification, ça permet de corriger des problèmes de conception en amont. L'analyseur de spectre RSA 306 par exemple qu'on voit ici, à l'écran, son logiciel permet de réaliser des tests radio de manière automatique. On ne fait pas les tests software ici, on s'occupe de la couche physique, du test radio, conformément à la version 4.2 de la norme, Bluetooth. Donc le produit doit être placé dans une cellule TEM et le signal transite en conduit jusqu'à l'analyseur de spectre. Donc les mesures effectuées sont les suivantes. En, en violet, vous avez en bleu, pardon, vous avez, une mesure de puissance en émission, d'accord, qui est fait selon un certain protocole. Donc la puissance est moyennée sur 10 paquets
est mesuré, il y a une puissance secrète qui est mesurée, et cetera. Il y a des valeurs à pas dépasser. L'objet connecté doit être placé grâce à un accès au registre, à un mode de test où il génère un PRBS comme données. Donc il faut pouvoir accéder au registre du module, donc soit se rapprocher du fabricant, pour pouvoir changer les registres et mettre l'objet connecté en différents modes test. En deuxième, en vert, on a des mesures d'émission dans la bande, qui vérifient tout simplement les émissions spectrales parasites de 2401 à 2481 MHz et qui les compare à un gabarit. Et l'objet connecté doit être mis en mode sans saut de fréquence. Il ne faut pas qu'il saute en fréquence, il faut qu'il soit à une fréquence fixe. Ce qu'on voit ici, le test qui est là. Okay. En violet, on a ici les propriétés de modulation qui mesurent simplement les déviations de la fréquence maximum sur chaque octet, 8 bits, et calculent la moyenne. Après, c'est un peu plus complexe que ça, mais je vous invite à regarder le document de la spécification si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est ça. Et en 4, vous avez des mesures ici, là, de dérive de la fréquence porteuse qui est mesurée dans le préambule à chaque intervalle de 10 bits dans la data. Et les offsets maximum sont comparés au standard, etc. D'accord. La plupart de ces tests sont réalisés en NOC et en EOC, ça veut dire que en conditions d'utilisation normale, c'est NOC, et extrême EOC, c'est-à-dire conditions d'humidité, de température et de tension d'alimentation extrême. Donc pour chaque test, on a un résultat pass-fail, donc échec ou passage, et ça permet de prendre des contre-mesures sur le design au cas où ça passe pas. Ok, deuxième exemple, c'est le Wi-Fi, que vous connaissez bien, dont les spécifications ont été développées, quant à elles, par le consortium I3E, IEEE, et qui sont réunies dans ces spécifications dans la norme 802.11. Donc la première génération de 802.11, elle date de 1997, donc ça c'est vieux, et depuis, il y a plusieurs amendements qui sont sortis, et donc qui correspondent à différentes lettres, 811B, G, N, etc., et qui utilisent des modulations plus en plus complexes et des vitesses binaires, bien sûr, plus élevées. Donc il y a 14 canaux disponibles dans la bande ISM à 2 Go 4, mais seuls 3 peuvent être utilisés simultanément sans chevauchement. Donc, comme la bande 2 Go 4 elle est largement utilisée, certains utilisateurs utilisent la bande 5 GHz, ce qui est aussi possible. Mais parmi les 165 canaux qui la constituent, tous ne font pas partie de la bande libre, ce qui rend son utilisation un peu moins flexible. D'accord. On peut parfois reconnaître la génération d'un standard à partir de son spectre. Par exemple ici, on a un 802.11b, une génération B, qui n'est pas filtré temporellement, et donc ça va se retrouver sur la forme de son spectre en sinusite sur X, avec les lobes, un lobe principal et deux lobes secondaires sur les côtés. Le 811b, il est modulé en étalement de spectre, d'accord, alors que les versions AGJP, elles utilisent la méthode d'étalement de spectre OFDM. Donc chaque canal contient 52 sous-porteuses, il y en a 48 qui transportent des données, et 4 qui sont des porteuses pilotes qui servent en temps réel à suivre les changements d'environnement pour vérifier, pour suivre les effets Doppler, d'atténuation, de réflexion, etc. Et du coup, quand l'environnement est trop mauvais, et ben, le module Wi-Fi module les sous-porteuses avec une modulation plus robuste, avec moins de points dans la constellation, mais plus lente. Le 802.11, il a un mode, le 802.11n, pardon, il a un mode HT, donc un mode rapide, qui propose un débit binaire supérieur, mais au prix d'une occupation spectrale plus importante, c'est 40 MHz au lieu de 20, ce qui l'autorise à être déployé uniquement dans des zones où il n'interférera pas. Ok. En termes de qualification, une grosse différence par rapport au Bluetooth, c'est que la Wi-Fi Alliance n'impose rien. Donc,
la qualification Wi-Fi n'est pas obligatoire, mais si on décide de la faire, elle se déroule à peu près selon les mêmes étapes que les autres standards, à savoir il faut adhérer à la Wi-Fi Alliance, on confie les tests radio et logiciels à un labo agréé et le produit est listé sur le site de la Wi-Fi Alliance, c'est tout simplement. En termes de, tests radio, il y a 4 familles de tests en qualification de la couche physique à réaliser. En gros, hein, donc en bleu, vous avez la puissance transmise, qui doit être ni trop basse, sinon on a un trop mauvais rapport signal-bruit, ou trop haute, sinon eh bien on réduit la durée de vie des batteries et on augmente le risque d'interférence. Donc les valeurs seuil sont propres à chaque, pays d'utilisation et à chaque standard. Ensuite en 2, on a, faut essayer, en 2, on a aussi, des mesures spectrales. Donc on compare, ici en rouge, le spectre à un masque qui a propre à chaque standard, donc à chaque, heu, variation du standard A, B, G, J et cetera. Ensuite, on mesure la réponse en amplitude de toutes les porteuses, qu'on appelle la flatness et enfin, on mesure un offset DC qui peut causer une fuite de la porteuse. Ça, c'est toutes les mesures de type spectral. En 3, donc en vert, on a des mesures de fréquence, donc vérification de la précision de la fréquence de l'émetteur pour s'assurer que le récepteur va être bien capable d'extraire les informations. Donc il y a des seuils de tolérance à ne pas dépasser. Et en violet, enfin, des mesures de qualité de modulation, donc EVM. Donc on voit ici la, la modulation d'une sous-porteuse en particulier, la constellation. Et la norme, elle impose des seuils en termes de VM qui sont de plus en plus contraignantes, évidemment, avec des modulations de plus en plus complexes. Euh, donc ça, c'est une approche de préqualification sur site qu'on peut avoir avant d'envoyer le module ou l'objet connecté dans un labo agréé. Donc c'est des mesures qu'on peut faire sur site avec, par exemple, encore une fois, un RSA 306, un analyseur de spectre. D'autres exemples qu'on peut citer, le Zigbee, d'accord, qui se différencie en fait des 2 standards précédents par une consommation encore plus faible, autour de 10 microampères en veille, hein, donc c'est vraiment très faible, et une portée aussi plus faible. Il est plutôt destiné, le Zigbee, à un développement faible coût avec des prérequis plutôt bas débit, des applications bas débit, ce qu'il destine plutôt à être implémenté dans des réseaux de capteurs pour le contrôle industriel, par exemple environnemental, mais aussi dans la domotique, hein, pour le contrôle de l'éclairage, par exemple. Encore une fois, c'est la Zigbee Alliance qui regroupe une centaine de membres qui met en place un cahier des charges qui assure l'interopérabilité des dispositifs Zigbee de différents fabricants. Donc la Zigbee Alliance, elle impose la validation des produits par un labo agréé afin d'y apposer le logo et d'être mis sur le marché. Là, c'est obligatoire aussi. Il y a une petite subtilité néanmoins, c'est la Zigbee Alliance, elle gère toutes les couches du modèle OSI, sauf les couches Phi et MAC, qui sont elles non pas définies par la Zigbee Alliance, mais par la norme 802.15.4. Donc la couche physique, elle précise que les signaux Zigbee opèrent dans les bandes libres à 868 mégas ou 2 giga 4, avec une modulation BPSK, ou bien au QPSK, allant de 20 à 250 kilobits par seconde. L'utilisation de l'ASK, donc modulation d'amplitude numérique, est aussi possible, mais elle est plus marginale. On utilise aussi en OQPSK ici des méthodes d'étalement de spectre. L'OQPSK, c'est un petit peu spécial, c'est propre au Zigbee en fait, enfin, propre au 802.15.4 plus précisément. C'est une variation du QPSK qui mérite un peu quelques explications. Donc l'OQPSK, comme la QPSK, a 4 points dans sa constellation, sauf que vous voyez que la constellation est différente. Les points ne sont pas mis de la même façon sur la constellation. En fait, le signal Q sur la branche IQ, donc le signal Q, il est décalé d'une durée équivalent à 1,5 temps symbole par rapport à I. De telle sorte que I et Q en fait ne transitionnent jamais d'un état à un autre en même temps.
La conséquence, c'est qu'on ne peut pas avoir de saut de phase de plus de 90° en OQPSK. On ne va pas pouvoir passer du point là, par exemple, au point là. Alors, ça va obliger à passer par 0. Donc la constellation de l'OQPSK permet uniquement des sauts de phase de 90°, et donc I et Q ne sont jamais à 0 tous les deux. Donc ça veut dire que l'émetteur ne s'éteint jamais. Ça permet tout simplement d'utiliser des amplis RF moins linéaires et avec un meilleur rendement énergétique. Et ça a pour effet direct de réduire les coûts de développement du Zigbee, des modules Zigbee. Les signaux IEQ sont filtrés, parce que normalement ils sont carrés ici. Quand ils ne sont pas filtrés, les transitions sont carrées. Là, ils sont filtrés par un filtre qu'on appelle demi-sinus et qui rend la constellation circulaire. Donc, par conséquent, la porteuse modulée elle a une amplitude constante en fonction du temps. Et enfin, comme je vous disais tout à l'heure, on a une technique d'étalement de spectre de type DSSS, c'est-à-dire que chaque symbole est transposé en une séquence unique de 32 bits, qu'on appelle des chips en fait, une séquence Barker pseudo-aléatoire, qui étale le spectre et rend le Zigbee très robuste aux environnements bruités. Donc ça, c'est des tests qui sont décrits dans le 802.15.4, dans le document. Principalement, on mesure la densité de puissance relative et absolue, la puissance transmise maximum, les tolérances de la fréquence centrale, le VM, etc. Un peu toujours les mêmes choses. Voilà, donc ici, c'est une copie d'écran du logiciel du RAS-86 qui n'a pas une approche cette fois-ci normative sur la partie Zigbee, mais qui permet quand même de faire pas mal de choses, d'avoir la constellation, le spectre, de vérifier la puissance émise, les IEQ, le VM, etc. Ça permet d'avoir pas mal d'informations. Mais dans tous les cas, la validation Zigbee se fait toujours dans un labo agréé. Donc les valeurs seuil, elles sont différentes pour chaque profil, chaque modulation ou bande de fréquence. Si on est à 868 MHz, on n'aura pas les mêmes contraintes qu'à 2 Go 4, et ça dépend aussi des modulations qu'on utilise. Il est à noter que ces tests en émission, à ces tests-là s'ajoutent d'autres tests dans lesquels l'objet connecté est utilisé comme récepteur. Donc il y a d'autres batteries de tests dans lesquelles on utilise l'objet connecté avec un générateur et on s'en sert comme récepteur. Dernier exemple, LoRa, dont on entend beaucoup parler. Mais comme les autres consortiums, le LoRa Alliance forme un écosystème de membres du monde entier qui partagent leurs connaissances et leur expérience, simplement afin de garantir toujours un niveau d'interopérabilité optimal entre les objets connectés LoRa. Donc LoRa fait partie de la famille des réseaux LPWAN, c'est-à-dire des réseaux à faible puissance mais à grande portée. Donc ça, d'où sa force, sa force elle la tient dans sa longue portée, contrairement au Bluetooth, son faible coût et sa faible consommation, contrairement au WLAN et aux technologies cellulaires. En revanche, son débit est très très limité et pareil, les latences aussi ne sont pas aussi bonnes que les autres technologies. Mais c'est pas très gênant pour les applications auxquelles elles se destinent. En fait, LoRa correspond à la couche physique, donc la couche radio, alors que LoRaWAN au protocole. Donc, quand on dit LoRa, en fait, c'est un raccourci. LoRa correspond en fait à la couche physique du signal. Et LoRaWAN correspond au protocole. Donc la couche physique LoRa, elle peut être utilisée dans différentes topologies. Et la plus répandue, c'est la topologie en étoile. Donc, comment ça marche? Chaque objet connecté LoRa, il communique avec un ou plusieurs gateways LoRa qui est capable de relayer les messages et ça permet aux objets connectés de communiquer entre eux sur des longues distances. Il faut savoir qu'un seul gateway peut couvrir des villes entières. Et que chaque gateway est connecté quant à lui à un serveur via le protocole IP. Donc LoRa emploie les bandes libres encore, 434 et 868 MHz, avec des modulations de fréquences à étalement de spectre CSS, donc j'en parlerai juste après, ce qui le rend encore plus robuste aux interférences que les autres. Et il autorise même des rapports signal-bruit très dégradés,
Même, quand le signal est en dessous du bruit, on peut récupérer, le signal. Donc c'est vraiment incroyable, on peut avoir un rapport signal bruit négatif et toujours récupérer le signal. Donc il y a 3 canaux de 125 kHz de large sur ces bandes-là et les débits sont adaptifs de 0,3 à 50 kilobits par seconde, donc plutôt très lent. Adaptif, ça veut dire que si l'objet connecté est proche d'un gateway, on va utiliser un débit élevé et une puissance plutôt réduite. Donc cette flexibilité-là permet d'optimiser la durée de vie des batteries, entre autres. La qualification, elle est obligatoire pour porter, le logo. Donc, à ce jour, donc c'est plutôt en développement, même si c'est assez bien avancé, hein. À ce jour, la qualification, elle est uniquement supportée en Europe. Hors Europe, les conditions de test, et cetera, sont pas encore définies. Heu et autre point important, la couche physique LoRa en elle-même, elle n'est pas testée. En fait, ce qu'on vient tester, c'est uniquement la couche protocolaire LoRaWAN. Donc ça, il faut se référer aux documents de la de la LoRa Alliance, hein, en ce qui concerne le déroulement de ces tests. Dans certains analyseurs de spectre, comme le RSA306, sont adaptés, particulièrement à la visualisation des signaux LoRa. On peut voir sur cette capture des différentes rampes de fréquences liées à l'utilisation de la méthode d'étalement spectral CSS. Je vous en parlais tout à l'heure, CSS. C'est en fait une technique qui est dérivée des premières technologies radar. Donc, même si LoRa, c'est une technologie nouvelle et émergente, on utilise une technique de modulation qui a 40 ou 50 ans, en fait, qui est dérivé des radars militaires. Donc chaque bit est converti en une séquence de chips, un peu comme le DSSS, hein, du Zigbee, sauf qu'elle est transposée à son tour en une séquence de chirp, c'est-à-dire des rampes de fréquences, un peu comme des chirp radars en fait. Euh, Dans le préambule, comme on voit ici, toutes les rampes sont positives, et donc on arrive à différencier les 0 et les 1 par des phases opposées. D'accord. Euh, la longueur la longueur n de la séquence de chips, elle est variable et elle varie en fonction des conditions de transmission. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un bitrate adaptif sur le LoRa. C'est-à-dire qu'avec des séquences plus longues, on va permettre une portée supérieure, mais au prix d'un débit binaire inférieur. Donc chaque nœud LoRa a sa séquence de chips propre, qui est connue du récepteur, et ces séquences étant orthogonales, un signal, un signal de transmission peut être discriminé parmi plusieurs messages qui sont émis simultanément par plusieurs nœuds LoRa. Parlons un petit peu de la certification, c'est le second volet. Pour le moment, on avait parlé de la qualification, donc qui sont propres aux standards sans fil, qui sont définis par chacun des consortiums. En parallèle de la qualification, donc, on trouve la certification qui, elle, est requise par la législation du pays en matière de rayonnement électromagnétique. Donc, en Europe, c'est la directive RTTE qui encadre ces tests et qui, in fine, permet la position du logo CE et la mise sur le marché. Donc ça, c'est obligatoire pour mettre un dispositif sur le marché. Sur ces tests-là, il y a 3 volets qui sont prévus par la RTTE. Donc, il y a les tests radio d'abord, qu'on peut retrouver dans la norme EN 300-328. C'est un document aussi qu'on peut visualiser librement sur le site. Il y a un volet CEM, d'accord, selon la norme EN 300-489, et un volet sécurité selon la norme EN 60-950. Alors les tests de sécurité, ils sont destinés à réduire les risques de blessures par exemple par choc électrique, lié à un problème d'isolation de connexion à la terre, de brûlure, de choc mécanique, de radiation, et cetera. On parlait tout à l'heure de DAS, hein, de SAR, pardon, de s'assurer que l'objet n'envoie pas trop de rayonnement, c'est important pour les vêtements connectés notamment. Donc voilà, il y a 3 volets différents.
Si un objet connecté intègre par exemple du Bluetooth et du Wi-Fi, sur le même module, c'est très fréquent qu'on trouve plusieurs standards dans le même module, et bien les qualifications, elles se font indépendamment pour chaque standard, alors que la certification, elle, elle se fait en une fois sur l'ensemble de l'objet. OK. Alors, pour parler un petit peu plus en détail des tests, RF, les tests de certification radio, heu, rendus obligatoires par, les RTTE, c'est, une bande passante qui fasse moins de 20 mégahertz, c'est une puissance qui fasse moins de 20 dBm, c'est-à-dire 100 milliwatts en gros, une densité de spectre inférieure à 10 dBm par mégahertz et aussi des spurious, c'est-à-dire des raies parasites hors bande qui ne doivent pas dépasser des limites spécifiques. On voit ici qu'on peut paramétrer l'analysateur de spectre avec les gabarits normatifs et vérifier effectivement s'il n'y a pas de raies en dehors évidemment de la bande d'émission de l'objet, heu, si on n'a pas de violation de ces gabarits. OK, il y a un volet très important aussi, le 2e, c'est le volet CEM qui est primordial vraiment et nombreux développeurs et intégrateurs sont vraiment confrontés à ces problématiques-là. Voilà, je vous invite à visualiser le webinaire précédent, qui abordait spécifiquement ces parties CEM, hein. Heu et donc beaucoup d'intégrateurs et de développeurs sont confrontés à ces problématiques et bien que ces tests évidemment se réalisent dans des labos agréés, il est complètement pertinent et normal de lancer un scan de précertification sur site pour éventuellement déceler, des problèmes et prendre des contre-mesures sur la conception en cas d'échec. Parce il faut savoir qu'il y a seulement un test sur 10 qui passe du premier coup. Donc évidemment, à chaque fois qu'on passe en labo de validation, il faut repayer une prestation de plusieurs milliers d'euros. Donc c'est toujours bien d'avoir un outil de précertification. Un analyseur de spec, par exemple, peut remplir cette tâche à condition qu'il ait un certain nombre de fonctionnalités. Possibilité de rappeler des paramètres d'acquisition pour chacune des normes, hein, par exemple avec les limites, si on a une EN 55022, en test, irradié, donc de 30 mégas à 1 giga. Ces tests qui peuvent être faits donc, voilà, dans un garage, dans un parking, en plein air et cetera. Donc le but, c'est de se rapprocher le plus aussi des conditions d'un labo, hein, sans évidemment, sans être équivalent. Heu, donc de pouvoir rappeler les différents paramètres de la norme, de pouvoir, avoir la bonne unité de mesure en dBm, dB microvolt par mètre et cetera. D'avoir les bons détecteurs aussi, CEM, donc vous connaissez peut-être le détecteur quasi-peak, le détecteur CISPR peak, ça sont des détecteurs propres à la CEM, dont doit être équipé l'analyseur de spectre, si on veut avoir un résultat assez proche de la réalité. Des filtres aussi à 6 dB, des filtres de résolution qui sont normalement définis à 3 dB, sont définis à 6 dB pour la CEM, donc il faut avoir ça aussi et la possibilité de renseigner les facteurs d'antenne. Alors quand on utilise une antenne en champ lointain, il faut pouvoir rentrer la réponse en fréquence de l'antenne pour pouvoir corriger, la réponse de la courbe affichée à l'écran. Ça, c'est des paramètres importants et dès lors qu'on se rapproche le plus possible de tout ça, ben, on a des résultats vraiment très, très proches de ceux qu'on obtiendrait en labo. Ça permet comme ça de retoucher à la conception s'il y a des problèmes. OK, en guise de conclusion, en fait, il existe des outils accessibles, hein, pour précertifier, préqualifier et investiguer. Un analyseur de spec, je pense que c'est un outil incontournable quand il s'agit de développer des objets connectés et de travailler ces objets connectés, que ce soit pour vérifier l'existence d'un signal, que pour précertifier, la partie radio et CEM conformément aux directives européennes ou pour préqualifier le standard sans fil sur lequel on travaille et qui, nécessite un passage coûteux dans un labo de validation. Donc le, RSA 306B qui est un analyseur de spec que vous voyez ici, avec lequel tous les copies d'écran précédentes ont été faites, permet de faire toutes ces mesures-là pour un prix relativement intéressant, hein, qui correspond à peu près à un passage en labo CEM. Donc
C'est plutôt intéressant. C'est un laser spec qui couvre la bande 9 kg 6 Go 2, donc avec ça on couvre tous les standards IoT, la bande 434, 868, 915 pour les Américains, 2 Go 4 et 5 Go. C'est un appareil piloté sur PC en USB 3 pour pouvoir faire des mesures sur objets connectés à la fois en labo, mais aussi sur le terrain. Parce qu'on parle de LoRa ou tout autre standard à longue portée, on peut être amené à faire des mesures de couverture sur le terrain, et cetera. Donc c'est utile de pouvoir se balader avec son analyseur de spectre. 40 MHz de bande de capture heu, instantanée de démodulation pour pouvoir démoduler tous les signaux IoT, hein, qui sont plutôt des signaux faible bande, donc pas de problème là-dessus. Un mode temps réel à 10 000 specs par seconde qui permet de visualiser des signaux pulsés. Quasiment tous les signaux de l'intérieur des objets sont pulsés. Alors, ça les rend très difficiles à visualiser sur un laser de spectre traditionnel. Alors avec un mode rapide comme celui-là, on peut les voir sans problème. Associé à un déclenchement sur niveau RF. Comme c'est des paquets, il faut pouvoir déclencher l'appareil au bon moment, au moment où il y a un signal. Ça peut être des paquets de 100 microsecondes avec des temps morts de plusieurs secondes. Il faut vraiment pouvoir déclencher au bon moment. Et avec ça, une suite logicielle complète de la préqualification à la précertification radio pour le Wi-Fi Bluetooth et des mesures informatives sur le Zigbee, sur le LoRa et sur aussi d'autres standards, RFID, NFC, et cetera, et cetera. Voilà, c'était la conclusion de cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Vous pourrez télécharger cette présentation, bien sûr, sur la plateforme Webikeo. Vous pouvez aller aussi sur notre site pour plus de support de techniques sur ces technologies-là. N'hésitez pas à aller sur notre site www.tech.com/IoT. Si vous avez des questions d'ordre technique, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par email, et des questions d'ordre commercial que vous pouvez transmettre à Distram, à Jean-Denis. Voilà. N'hésitez pas. Voilà. Merci encore et bonne journée.